Bonjour à toutes et tous. Nouveau podcast un peu différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre. Je reçois aujourd'hui une figure historique d'Aubergenville, Catherine Chevolier, historienne locale sur la ville depuis 1998 et présidente de l'amicale aubergenvilloise de généalogie et d'histoire depuis janvier 2000. Catherine, bonjour, je te laisse te présenter en quelques mots. En quelques mots, eh bien, je suis à l'origine pas du tout d'Aubergenville, je suis Saint-Germain-en-Laye. Et en fait, je suis arrivée à Aubergenville parce que quand j'ai connu mon mari, et c'est vrai que dans un premier temps, Aubergenville, j'ai trouvé ça un peu étonnant par rapport à une grande ville foisonnante comme Saint-Germain. Et en fait, c'est l'histoire locale qui m'a amenée à apprécier de plus en plus cette ville d'Aubergenville. Donc voilà. Et c'est pas du tout mon métier, c'est en bénévole, hein, bien sûr. Qu'est-ce qui t'a conduit à t'intéresser à l'histoire et à la généalogie d'Aubergenville? Alors, d'Aubergenville, c'est simplement parce que quand j'ai commencé la généalogie, je me suis dit, je vais m'inscrire dans une association de généalogie parce que je vais forcément y apprendre quelque chose. Et donc, je suis arrivée dans l'association de généalogie et d'histoire. Et à l'époque, quand je suis arrivée pour la généalogie, en fait, ils étaient en train d'écrire un cahier d'histoire sur les maraîchers. Donc, vraiment l'histoire locale, au cœur de l'histoire locale, puisque les maraîchers, c'est vraiment au cœur d'Aubergenville. Et en fait, ils étaient un petit peu en galère. Donc, je me suis proposée pour les aider, mais je pensais juste taper des textes qui étaient déjà écrits, voilà, faire du secrétariat, quoi. Et en fait, ils m'ont amené une grande pile de documents. Et ils m'ont dit, voilà, donc là, c'est plein de documents, des livres et tout ça. Il faut que tu lises tout ça et il faut nous faire un résumé d'une page sur l'histoire d'Aubergenville. Ok. C'est c'est là que tout a commencé en Donc fait. là j'étais en plein cœur de l'histoire. Donc ça m'a appris plein de choses. Ça m'a permis d'apprécier déjà Aubergenville. Parce que c'est vrai que j'étais pas partie sur quelque chose de très positif au départ. Et en fait, je m'aperçois même encore aujourd'hui parce que là, je suis 20 ans plus tard et on apprend toujours des choses nouvelles et c'est très très riche. Mais en fait, c'est venu comme ça, juste le hasard en fait. Est-ce que tu peux, après toutes ces années, nous partager une anecdote marquante sur ton parcours en tant que chercheuse en histoire locale? Par rapport que Aubergenville Aubergenville, oui, ou autre chose? ou autre chose, dans l'histoire locale, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'aller un petit peu fouiner à droite à gauche. Et ce que j'ai trouvé très très drôle, c'est le château d'Acosta, donc, qui était à côté de la mairie, appartenait à une famille noble de France. Et il s'est trouvé que Madame de Staël avait été bannie par Napoléon. Et elle n'avait pas le droit d'aller à Paris. Interdiction absolue, elle était blacklistée à Paris parce qu'elle avait trop critiqué Napoléon. Donc il lui a D'accord. dit, je veux plus voir cette dame. Ok. Et elle n'avait pas le droit d'aller à moins de 40 kilomètres de Paris. D'accord. Donc elle connaissait les châtelains d'Aubergenville. Ils lui ont dit, viens t'installer chez nous, tu viens louer ici. Et en fait, elle est restée quelques mois à Aubergenville et elle a écrit un de ses romans ici, le début au moins. Et puis comme ça, elle était vraiment à moins de 40 km, un peu plus de 40 kilomètres, donc c'était impeccable. Et je trouve ça assez étonnant. Ça aussi, ce sont des hasards de la vie et qui font la petite histoire dans la grande C'est histoire, ça, en c'est des fait. petites histoires qu'on ne soupçonne pas Voilà, et exactement. qui en fait sont intéressantes en plus. Voilà. Et puis le fait, par exemple, qu'il y ait 5 châteaux, ça étonne toujours tout le monde qu'il y ait eu 5 châteaux à Aubergenville. Est-ce que tu connais les noms, tu pourrais les citer? Des châteaux. Ouais, dans l'histoire Ah, bien d'Aubergenville? sûr, bien sûr. Donc, le plus ancien, c'est le château ce qui s'appelait le château de la Garenne, le domaine de la Garenne, qui est actuellement, c'est Élisabethville. Et malheureusement, le château a disparu. Donc, ça, c'était une famille de financiers et conseillers du roi sur plusieurs générations. Hein. Ils ont connu plusieurs rois Ok. de génération en génération. Ça, c'est le plus ancien. Ensuite, il y a eu le château d'Acosta, dont on vient de parler. Donc là, on est plus dans les années 1700. Avant, Mhm. on était plus dans les années 1600. Et donc, château d'Acosta, comme je viens de le dire, celui qui était au-dessus de la mairie. Et ensuite, on a le château du Vivier, qui existe toujours, et également Montgardé, qui est un des châteaux aussi. Alors, château de Montgardé, ce qui est intéressant, c'est que quand on cherche sur château de Montgardé, parfois il faut aller regarder à Nézel,
parce que c'est un petit peu sur les deux communes, et puis les historiens se les ont un petit peu appropriés, et D'accord. puis bon, au fur et à mesure, selon les archives, on peut trouver des choses aussi sur Nézel. Et puis le dernier qui n'existe plus maintenant, c'est l'école La Fontaine. C'était le château. Alors, sur les cartes postales anciennes, on voit le château des Sources. Et en fait, là, je suis allée chercher un document dans les actes notariés dernièrement. Et elle s'appelait Villa Belle Source. D'accord. Voilà. Ok. Très bien. Donc, c'est quand même sympa, Oui, c'est très sympa. tout ça. Et toi, quand tu fais toutes ces recherches-là, c'est quoi les sources principales que tu utilises pour ces recherches, justement? Alors, les sources principales, ce sont les actes notariés. Et je commence toujours par le cadastre. Parce que grâce au cadastre, en fait, le cadastre, il a été instauré vraiment de façon très, très ordonnée, on va dire, par Napoléon. Donc pour Aubergenville, c'est 1821. Et en fait, grâce au cadastre, en fait, on peut retrouver par rapport au plan, on retrouve les parcelles et tout ça. Et après, on a ce qu'on appelle les matrices du cadastre. Alors, faut savoir que le cadastre, c'était juste pour les finances, hein. C'était pour pouvoir payer des impôts, hein. C'était pas pour faire plaisir aux gens, pour savoir ce qui s'y passe. Tout se rapporte aux impôts en général, hein. Ça, c'est clair. Déjà à l'époque. Oui. Et donc, on peut retrouver le nom des propriétaires de chaque parcelle, et puis au fur et à mesure, il faut aller chercher, et puis on fait un jeu de piste en fait. On va piocher un peu partout. Voilà, Ok. et on a des renseignements. Par contre, c'est très fastidieux à faire et c'est parfois très compliqué. Ça prend beaucoup de temps. Voilà, sur le papier, quand on explique, c'est très facile, mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Justement, on a parlé donc des châteaux et tout ça d'Aubergenville. Il y a aussi l'église Sainte-Thérèse. Toi qui es une référence en termes d'histoire dans la ville, notamment lors des JEP, des Journées européennes du patrimoine, c'est quoi ta façon de procéder dans la recherche d'informations pour ce genre d'événement? Alors, ce qu'il y a eu déjà au départ, c'est qu'avant même que j'arrive dans l'association, on avait l'historien local que certaines personnes connaissent, même s'il a disparu, c'est Pierre Malémont, qui était très catholique. Et donc, il s'intéressait beaucoup aux églises. Et donc, il s'est intéressé à l'église d'Élisabethville parce que c'était quand même une prouesse technique aussi, hein. Et puis, c'était quand même une curiosité, Oui. de fait qu'elle soit en béton. Et donc, ils avaient écrit un cahier d'histoire. Et ils avaient rencontré la fille de l'architecte, donc D'accord. Marion Tournon, et la fille du sculpteur, donc Madame Carlos Arabezol, donc la fille de Carlos Arabezol. Et donc, je suis partie de ce cahier-là, bien sûr, qui est notre référence, parce qu'ils ont eu pas mal de documents, et puis finalement, on en retrouve toujours. Et puis en plus, j'ai rencontré Marion Tournon et Madame Sarah Bezol, et on a eu des conversations très très enrichissantes, ce qui m'a permis aussi d'avoir des anecdotes. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse en fait dans l'histoire locale, c'est les anecdotes, c'est-à-dire d'être le plus près possible des gens, de l'humain en fait. Parce que c'est ça qui est important en fait au final. Et il faut savoir que quand on fait de l'histoire, on parle de monuments, on parle des rois de France et tout ça, mais les gens qui font l'histoire, c'est nous en fait. Donc c'est important. Et justement, quelle anecdote en sont ressorties par exemple de cette conversation? Par exemple, avec Madame Tournon, elle nous a expliqué que les fonds baptismaux qui sont peints sur le mur peint, c'est une œuvre de sa maman, et en fait, donc Elisabeth Tournon-Branly. Et en fait, c'était la première fois qu'ils travaillaient ensemble avec son mari, c'était la première fois, et sur un malentendu en plus, parce que normalement elle devait faire les peintures du chœur, et finalement le curé d'Aubergenville avait aussi proposé à une autre personne de le faire. Donc pour vexer aucune des deux artistes, il avait trouvé ce petit coin, donc elle avait fait une œuvre là. C'était la première fois, et après, systématiquement, quand il faisait un bâtiment, s'il avait la possibilité de trouver un petit coin pour que sa femme fasse une œuvre, il le trouvait. Okay. Et donc ils ont travaillé beaucoup ensemble après. Mais la première fois, c'était à Aubergenville, sur l'église d'Élisabethville. Et justement, à l'église Sainte-Thérèse, comment toi, t'en es venu à exposer ici? En fait, les journées du patrimoine, ce qui est intéressant,
c'est qu'il n'y ait pas que la visite de l'église pour pouvoir faire quelque chose un peu différent et puis que les gens viennent plus facilement. Et donc, on a trouvé des solutions avec des expositions. Donc, les expositions, elles me viennent au fur et à mesure des recherches. Et puis, la première exposition vraiment importante que j'ai faite, c'est celle que j'avais d'ailleurs exposée pendant un mois ici à la mairie, et qui est l'histoire d'Aubergenville à travers des cartes postales anciennes. Et ça, c'est une exposition qui plaît beaucoup. Et comme aux Journées du patrimoine, il y a beaucoup de nouveaux habitants qui arrivent. Et cette expo, elle est impeccable pour eux, en fait. Ils sont super contents de la voir. Pour s'immerger directement dans Voilà, l'histoire de leur ville. et pour comprendre un peu l'histoire de leur ville, où ils viennent d'arriver, quoi. Et justement, la mairie, il y a aussi des fois tu exposes à la maison du voisinage, Oui. lors des JEP. Comment tu montes et tu prépares ces événements? Est-ce qu'il y a une façon différente en fonction de si c'est la mairie, la maison de voisinage, ou est-ce que c'est à chaque fois la même façon de fonctionner? C'est la même façon de fonctionner. La seule chose, c'est que quand je le fais par exemple avec la maison de voisinage, on essaye de trouver un petit événement, un petit moment où on discute par exemple, où on reçoit les gens, on fait un petit échange en fait sur l'histoire locale, et ça c'est toujours très plaisant et enrichissant. Et donc forcément ça va être différent. Et puis ce qui est important aussi, quand c'était à la mairie, je faisais venir les écoles. Parce que je trouve ça très important de comment transmettre cette histoire locale aux enfants. Et en plus, il se trouve qu'ils sont toujours super intéressés. Donc là aussi, ça c'est une autre approche. Et parfois, il y a une exposition aussi où on a, grâce au service animation, qui m'aide beaucoup à chaque fois, hein. Et ben en fait, j'ai pu mettre l'exposition des soldats de 14-18. On l'a fait, on l'a amené dans toutes les écoles. Donc en fait, toutes les écoles ont pu bénéficier de cette exposition, et j'intervenais. Et alors, sur 1 heure, hein, pas plus, parce que les Bien sûr, enfants oui, oui. après, voilà, déjà 1 heure, les instituteurs, ils sont toujours étonnés que ça marche pendant 1 heure Oui. déjà. Et c'est toujours très, 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 très plaisant. Et là aussi, les enfants sont toujours à l'écoute. Et c'est en partie ça qui te fait vibrer, ce qui t'intéresse dans l'histoire d'Aubergenville? Oui, c'est ça. Et puis, c'est de transmettre, en fait. Parce que ça sert à rien de aller chercher des archives, faire des recherches parce qu'on aime, et le garder pour soi, ça n'a pas de sens. L'intérêt, c'est que ça puisse être partagé. Et puis, et en plus, plus on va parler avec les gens, plus on va apprendre de choses. Et parce que on peut apprendre plein de choses différentes par des discussions, pas spécialement sur Aubergenville même, mais il y a d'autres idées qui peuvent venir, et puis ça peut m'aider aussi dans mes recherches après. Là, on est en 2025 depuis 3 jours. On va faire un petit retour dans le temps. C'était quoi la vie quotidienne des habitants d'Aubergenville à différentes époques? Par exemple au Moyen Âge, à la Renaissance. Alors, déjà, il faut savoir qu'à Aubergenville, il y a même des sites archéologiques. Donc, il y Exactement, avait déjà. exactement. Il y De la avait vie. déjà de. D'ailleurs, il y a l'allée couverte qui a été trouvée sur le domaine de la Garenne, donc actuellement Elisabethville, mais un peu plus. Mm. C'est un peu plus aujourd'hui de l'autre côté de la voie de chemin de fer, c'est plus vers l'école des arts. Voilà. Donc là, il est très très complet. Cette allée couverte est très très complète. Et en fait, elle a été transportée dans le fossé de Saint-Germain-en-Laye du château, puisque c'est le musée archéologique. Exactement. Alors, pour le préserver, il a été transporté là-bas. Donc en fait, même en étant au Aubergenville, j'ai encore un lien avec Saint-Germain. Donc de toute façon, depuis que je suis petite, je le voyais sans savoir que c'était au Aubergenville. D'accord. Donc ça, c'est une des premières traces que l'on Bien sûr. a d'habitants sur Aubergenville. Donc forcément, la Seine était beaucoup plus haute et beaucoup plus ample qu'aujourd'hui. Donc en fait, ils vivaient de pêche, voilà. Et puis après, il y a eu toute la période du Moyen-Âge où il faut savoir qu'il y a eu un château fort à Aubergenville.
J'ai pas encore commencé à faire des grandes recherches dessus, mais la trace que l'on a, c'est que pendant une guerre dans les 1500 et quelques, hein, je dis jamais des dates précises, hein, c'était l'armurerie de Maule. D'accord. Donc, Ok. parce qu'en fait, il y avait Maule, Meulan et Aubergenville, selon les juridictions, en fait, dépendaient de Meulan et de Maule. D'accord. Et donc là, c'était l'armurerie qui était située dans le château fort. Et le château fort se situait à peu près là où il y a le bourg, en fait, le centre, hein, là où il Ok. y a l'église. Voilà. D'accord. Voilà. Bah, Il y a même une dame qui m'a dit que dans sa cave, rue de l'église, elle était persuadée que c'était les fondations du mur du château fort qu'elle avait dans le ah fond oui. de sa cave. Ah Mais oui. bon, on va pas aller fouiller les caves Oui. de tout le monde, ni Oui, creuser c'est hein, ça. pour voir. Hein. C'est ça. Donc ça, c'était le Moyen-Âge. Et puis ensuite, il y a eu tout le moment où justement, quand on parlait des châteaux, toute cette période-là où ce sont des nobles qui se sont installés. Et au départ, c'est un village rural que de 500 habitants, pas plus, hein, Aubergenville. C'est un des plus petits du secteur. Et d'abord, ils cultivaient la vigne. Ils étaient vignerons. D'accord. Et puis, il y a eu le phylloxéra. Les vignes sont mortes. Et une vigne, il faut 7 ans pour qu'elle soit productive. Donc, on n'attend pas 7 ans Oui. devant le pied de vigne en attendant que ça puisse faire Il a fallu trouver quelque d'autres. chose. Donc, ils étaient vignerons, marchands de vin. Donc, il a fallu se réinventer. Oui. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus maraîchers. D'accord. Donc, ici, c'est pommes de terre, carottes, poireaux, oignons. Les produits de la terre. Voilà, les Ok. produits de la terre. C'est très rural. Voilà. Et c'est quoi dans tes recherches, les moments les plus significatifs de l'histoire d'Aubergenville que tu as découvert? Alors, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'à la Révolution française, je vais encore parler du château d'Acosta, parce qu'il est dans le bourg, donc c'était vraiment Bien sûr. le lieu de vie. Le centre, voilà. oui. Et donc, à la Révolution française, on est bien d'accord que les nobles, c'était une très mauvaise période pour eux. Et donc, le châtelain d'Aubergenville a été emprisonné. D'accord. D'abord à Saint-Germain et puis après à Paris. Et là, contre toute attente, ce sont les habitants, donc les messieurs, à l'époque c'était les messieurs qui s'occupaient de tout, hein, les femmes n'avaient pas trop à dire. Et en fait, ils sont allés à Saint-Germain et ils sont allés à Paris pour dire non, 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 lui il est gentil. Nous on l'aime bien, notre châtelain, il nous aide énormément quand on ne peut pas payer quelque chose, il nous dit c'est pas grave, vous paierez plus tard. Quand on a besoin d'un cheval, il nous prête le cheval pour pouvoir faire nos labours, pour pouvoir nous déplacer. Ok. Ce sont des châtelains vraiment très très bien, donc rendez-le nous. Et ça a marché. Ok. Et donc il a été sauvé de la guillotine quand même. C'est pas rien. Oh, c'est pas rien, oui. C'est pas rien. Et il est revenu, justement, on lui a fait un grand triomphe quand il est revenu, quand il a été libéré de prison. Et ça a été une fête à Aubergenville, le retour du châtelain. C'est ta période préférée de l'histoire ou il y en a une autre? C'est quoi ta préférée de l'histoire à Aubergenville, qui concerne Aubergenville? C'est vrai que la Révolution française, c'est quand même un moment marquant Oui. pour toute la France. Bien sûr. Et c'est un tournant aussi par rapport à nos libertés, à la République, hein, on ne peut pas dire d'autres mots. Donc ça, c'est important, évidemment. Et puis sinon, l'histoire locale est faite de toutes petites histoires, en fait, et c'est ça qui est sympathique. Et sinon, ce qui est important, ce qui est intéressant aussi, c'est 1900, parce que là, on a pu avoir les témoignages des gens qui l'ont vécu. Et donc, ce sont des petites anecdotes. Y a des trucs. Moi, j'aime bien les petites anecdotes. Oui, rigolotes. c'est toujours, Voilà, c'est toujours, c'est toujours voilà. significatif d'une période. Voilà, les enfants qui étaient un petit peu, qui faisaient un peu des farces, des choses comme ça. Ça, c'est toujours intéressant, et c'est aussi parce que ça nous a été raconté par des personnes. Parce que dans les années 90, dans notre association, ils avaient commencé avant que j'arrive, hein, et après on a continué. On a interviewé ce qu'on appelle les anciens de l'époque. Donc ce sont des gens, les premiers qui sont arrivés à Élisabethville en 1925. Ce sont les gens du village qui étaient de façon ancestrale des familles de maraîchers et d'agriculteurs. Donc ça aussi, c'est une période qui est forcément intéressante parce qu'en fait, on nous l'a raconté vraiment. C'est pas que des archives. C'est les premiers vrais témoignages, quoi. Voilà. Ouais. D'accord. Et du coup,
c'est quoi la date la plus lointaine à laquelle tu es remonté pendant tes recherches? Je ne saurais pas te dire, mais de toute façon, oui, c'est la famille de Coinard. Parce que là aussi, quand moi je fais des recherches sur un château, je fais la généalogie de la Bien sûr. famille. Oui, ça va avec. Voilà, donc la famille de Coinard qui était la famille du château de la Garenne, donc Élisabethville. Et voilà, je suis remontée à 1600, voilà, dans les années 1600. T'as des petites anecdotes sur cette famille? Pas en tête là, non. Ouais, non, c'est pas Pas grave. spécialement. Si, il y a une anecdote quand même, c'est que les châtelains, ils étaient un petit peu comme s'ils étaient les rois du monde. Ok. Donc, ils avaient quand même détourné la Mauldre. Donc, Ah oui, d'accord, effectivement. qui traverse et puis qui arrive de très loin vers Maule et puis qui se jette dans la Seine à Élisabethville. Ils l'ont détourné pour faire un petit canal pour mettre de l'eau dans leur fossé du château. Bah oui. Bah voyons. Donc forcément, il y a un peu des heurts avec la population. Bien sûr. Ces genres de choses qui sont aussi... En fait, ça a toujours existé des bonnes ententes, des chamailleries, des trucs qui vont de plus en plus loin et tout ça. Pareil, au château du Vivier, il y a un des propriétaires pendant un moment, mais là on est plus dans les années 1800. Il y a une fontaine, alors pas la grande fontaine que l'on connaît aujourd'hui, mais il y en avait une autre petite qui était vraiment à la limite de la propriété et qui appartient à la propriété, Ok. donc du château, du Vivier, mais en fait de façon tacite et tous les habitants pouvaient se servir de l'eau de la fontaine. Et ce qui me paraît très sympathique et un peu normal. Et en fait, ce propriétaire-là, il est arrivé, il a coupé l'eau, il a dit non, il n'est pas question que les habitants se servent de mon eau. Alors qu'il avait plein de sources qui arrivaient dans le château. Hein. C'était vraiment parce qu'il avait décidé que ça ne se passerait pas comme ça. D'accord. Donc il y a eu une pétition. Ah oui. Et on a la pétition avec toutes les signatures de tous les hommes du village. Donc ce document-là, il est vraiment intéressant parce que là, on voit tout le monde. C'est le reflet d'une époque. Bon. Ok, très bien. Et justement, cette famille-là, qui est une des premières en 1600, est-ce que tu as des traces jusqu'à aujourd'hui ou est-ce qu'elle a arrêté d'être sur le territoire à un moment donné? Ah oui, non, ils ont arrêté d'être sur le territoire parce qu'en fait, ils se sont succédés de père en fils. D'accord. À la fin, il y a eu le mariage d'une des filles et puis après, elle est décédée et ils ont revendu le château. D'accord. Ah oui, donc il n'y a plus de tout Voilà. de membres. Non, après, ça a été revendu à une autre famille, voilà. Et, voilà. Mais ils sont restés quand même très, très, très longtemps. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de retrouver des membres d'une famille et de les réunir à un endroit, etc., en faisant des recherches? Cette personne-là, elle habite ici, cette personne-là ici, et en fait, leur histoire, elle est à Aubergenville. Alors non, mais par contre, par la généalogie, oui, ça m'est arrivé Ok. il y a 2 ans maintenant, puisque la généalogie, c'est cyclique. Et il y a des moments où il n'y a personne qui va être intéressé par la généalogie. Et puis, il suffit par exemple qu'il y ait un reportage à la télé, et là, les gens se disent « Ah oui, c'est pas mal ça, si on faisait de la généalogie Mm. ». Et donc là, on est dans la période où les gens ont envie à nouveau de D'accord. faire de la généalogie. Et je fais 2 ateliers. Donc un le lundi soir, une fois par mois, et un autre pour la maison de voisinage en bénévolat. C'est une fois par mois aussi, le vendredi matin. D'accord. Et donc moi, je le fais pas exprès, mais je me souviens des lieux et des noms de famille des gens que j'aide dans leur généalogie. Et il s'est trouvé qu'il y a une dame qui fait sa généalogie depuis 2 ans maintenant, ou peut-être 3, le vendredi matin, une fois par mois à la maison de voisinage. Et donc je connaissais le nom de ses ancêtres, et ils étaient d'Orgeval. D'accord. Et j'ai un monsieur qui est venu peut-être 1 an après, ou 1 an et demi après, et j'ai Orgeval, même nom de famille. Je lui ai dit, mais il faudrait peut-être que je te mette en relation avec la dame que j'ai de l'autre côté, parce que vous avez les mêmes, les mêmes noms de famille et la même commune quand même. Et donc je lui donne le nom de la dame et elle dit, ah ben oui, c'est ma cousine, mais on ne s'est pas vu depuis plus de 30 ans. Ah d'accord. Alors qu'ils viennent tous les deux d'Orgeval et qu'ils sont tous les deux, ils habitent tous les deux au Aubergenville. Ah ouais, en plus. Ouais. Et donc là, j'ai fait le lien entre eux et comment. Mais ça, c'est le hasard, c'est parce que je me suis souvenue des noms et du lieu, quoi.
Mais c'était sympa. Et donc maintenant, ils ont gardé le contact, hein, bien sûr. Ouais, c'est... Mais ils étaient ensemble pendant toute leur jeunesse. Ah Ils oui. jouaient ensemble et tout ça. Ils sont vraiment cousins très Et proches. puis oui, ils se sont perdus de vue et puis ils se sont retrouvés en fait Voilà, grâce aux le hasard. ateliers en fait. Voilà. Et c'est quoi les défis que tu rencontres quand tu fais des recherches généalogiques sur Aubergenville, à Aubergenville? Est-ce qu'il y a des problématiques liées à la taille de la ville, à quelque chose comme ça? Non, il y a rien de spécifique. La seule chose, c'est que ça arrive beaucoup dans tous les milieux un peu ruraux, c'est que nos ancêtres, ils voyageaient pas beaucoup. D'accord. Donc en fait, on retrouve les mêmes familles entre Flins, Aubergenville, Épône. Épône a toujours été un peu plus riche. Ok, oui. Voilà. Mais on retrouve toutes les mêmes personnes. Donc on sait que systématiquement, on ne va pas rester que sur Aubergenville. Il faudra aller sur Flins, il faudra aller parfois jusqu'à Boifle. C'est loin, hein, Boifle, à Ok, l'époque. Et en fait, ils se rencontraient lors des fêtes, oui, les fêtes de village. bien sûr. Et les gens se rencontraient comme ça. Et c'est quoi les types d'archives, on va dire, les plus riches pour comprendre le passé d'Aubergenville? Ça peut être des traces d'état civil, des... Oui, alors donc il y a un peu de tout. Mais alors, je parlais du cadastre tout à Oui, l'heure. Le cadastre est très très intéressant pour ça parce que justement on peut voir quelle était la nature des terres. Donc on voit ce qu'il y avait comme maison, pas beaucoup, oui, mais on voit aussi ce qu'il y avait si c'était alors c'est des termes très précis. Hein, il est marqué terre plantée. Donc une terre plantée, c'est que c'est de l'agriculture. bien sûr, oui. Mais on voit ce qu'il y avait comme bois, on voit tout ça, en fait, si on veut faire vraiment l'image en 1821, puisque le cadastre est 1821, on peut refaire une image parfaite D'accord. du village à cette époque-là. Et ça, c'est assez étonnant quand même. Oui, donc c'est vraiment comme tu disais au tout début de l'interview, le cadastre, c'est vraiment le point de départ, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok, C'est vraiment intéressant. Après, pour reconstituer une famille, là où on peut être, bon, mis à part bien sûr, alors la source même c'est l'état civil, bien oui, évidemment, les recensements de la population sont très intéressants aussi. Parce que les recensements de la population, ça avait lieu tous les 5 ans. hum, exact. Ça a commencé vers 1816. Donc on commence à avoir, alors selon les villes c'est plus ou moins complet, Oui, voilà, c'est plus ou moins bien rempli, mais on a déjà la constitution d'une famille complète, donc ça c'est intéressant. On peut voir aussi certains phénomènes comme par exemple les grands-parents qui avaient leurs petits-enfants. Et les petits-enfants parfois ne vivaient pas avec les parents, mais ils vivaient avec les grands-parents. On peut voir ce genre de phénomène. On a quand même une image socioculturelle d'une ville en fait. ok. Parce qu'il y a les métiers aussi Oui. et tout ça. Voilà. Quel conseil, toi, tu donnerais à quelqu'un qui souhaite débuter une recherche généalogique sur sa famille dans la région? Dans la région, Dans la alors, région ou dans la ville alors déjà la première chose qu'il faut, c'est regarder dans les dossiers, les documents de famille. Donc tout ce qui est livret de famille, des actes de naissance si on peut en avoir. Les photos de famille sont intéressantes aussi si on a les noms et tout ça bien sûr. Et puis alors, ce qui est le plus compliqué en fait en généalogie, c'est de commencer. Parce que si on ne connaît pas les lieux de naissance ou de mariage au moins de nos grands-parents, Mm. puisqu'on n'a pas le droit de faire de recherche avant 100 ans sur les naissances. Donc, pour préserver les familles. Donc, parce que c'est quand même régi par des lois, hein, la généalogie. Ça nous fait une recherche compliquée au Oui, départ si on n'a pas au moins ce départ-là. d'accord. Et puis après, c'est une technique en fait. Hein. On part d'une naissance, on a le nom des parents. Des parents, on cherche leur mariage. Sur leur mariage, on a le nom de leurs parents et on a leur âge, leur date et lieu de naissance. Donc on remonte comme ça et ainsi de suite quand même. Ce qui est compliqué, en fait, c'est de trouver le décès, parce qu'on ne peut pas savoir à quelle période de sa vie quelqu'un va décéder. Oui, Donc, la recherche la plus compliquée, c'est le décès.
D'accord. Mais sinon, et jusqu'à la Révolution, on peut aller très vite parce que l'état civil est très très bien fait. Et il y a des listings par année, des listings par dizaine d'années, donc des naissances, des mariages et des décès, donc ça va beaucoup plus vite. Après, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord. Est-ce que aujourd'hui, il existe encore des traditions, des fêtes ou des événements spécifiques à Aubergenville qui perdurent ou qui mériteraient d'être redécouverts de ces différentes périodes, selon toi? Bah, ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours la fête de la ville. Ça, c'est quand même important. Après, ça revêtait d'autres façons de faire à l'époque. Par exemple, c'est assez étonnant, mais ils faisaient venir des forains. Ok. Il y avait facilement des manèges. Alors les manèges de l'époque, c'est les chevaux en bois, Oui, oui. hein. C'est pas le grand 8. Et il y avait ça, et il y avait beaucoup de fanfares. Ils en profitaient pour faire des concours de fanfares, des concours de canoë par exemple, puisqu'il y a la Seine. Il y avait beaucoup d'activités sur la Seine. Et ça s'étale sur Beaucoup quelle de période à fêtes. peu près? Oh bah, jusqu'à la guerre de 39-45, ça s'est D'accord. fait beaucoup. Donc c'est quand même assez Et en récent. 1900, ouais. Justement, c'est ce qui m'a intéressé, la dernière exposition que j'ai faite, ça c'est pas que sur Aubergenville. J'ai fait tout le bief, en fait, de Conflans jusqu'à Rolleboise, en fait, on va dire, c'est Méricourt. Et j'ai fait une exposition sur la Seine et la façon dont les gens vivaient autour de la Seine. Et il y a des choses absolument géniales, quoi. Et c'est vrai qu'ils faisaient beaucoup de fêtes sur la Seine, D'accord. ce qui serait pas Oui. facile aujourd'hui, quoi. Donc c'est des concours de pêche, c'est des concours de canoë, de canots fleuris, des choses comme ça. Ouais, et c'était régulier quoi en plus du coup. Voilà, c'était très régulier. D'accord. Et puis partout, hein, c'est pas que au Bien Bergenville, mais sûr, bien sûr, partout. oui. Et c'était des moments où les gens se retrouvaient, en fait. Et c'est comme ça qu'il y avait des mariages après. C'est ça, c'est comme ça qu'après on peut retrouver les gens, Et etc. voilà, voilà. D'accord. Et à Aubergenville, dans la ville, comment la ville a évolué au fil du temps, notamment, du coup on parlait des châteaux, etc. tout à l'heure, au niveau architectural ou urbanistique? Comment ça a influencé, on va dire, son identité Alors, plusieurs périodes. Donc déjà, bah, ça a été la création d'Élisabethville, qui a été quand même le phénomène dans le coin, parce que il y avait un côté très fastueux, puisque c'était pour faire venir les gens de Paris. Et donc là, il y a eu un côté très festif aussi, hein, très bourgeois et festif. Oui, Donc ça a été une première révolution et aussi augmentation de la population, puisqu'il y a des gens qui se sont oui. installés à Élisabethville. Donc là, on a augmenté la population. Et parce que Après, les berges de Seine pas loin, voilà, etc. c'est ça, ils avaient aménagé les berges de Seine. Exactement. Donc voilà, puis après, ben, les transports en commun ont été de plus en plus rapides. Il y a eu les voitures et les gens allaient à la mer plutôt que venir se baigner dans la Seine. Bon, on les comprend. Donc voilà. Et puis le deuxième mouvement, ça a été l'arrivée de l'usine Renault. Parce qu'il faut savoir qu'on dit toujours Renault-Flin, mais en fait, elle est beaucoup plus sur le territoire d'Aubergenville que sur Flin. Et en fait, bah là, ça a forcément amené énormément de monde. Bien sûr. Donc avec des problématiques pour pouvoir loger les gens, pour le coup. Parce qu'il fallait quand même qu'ils soient près de l'usine où ils habitaient. Ce que j'ai pas dit non plus pour Élisabethville, il y a eu aussi toutes les personnes qui sont venues, beaucoup des Italiens, des maçons qui sont venus pour construire les maisons et qui sont restés sur place. D'accord. Donc aussi donc, à cette période-là, dans les années 1925. Donc 1950, c'est l'installation de Renault. Donc bah là, il a fallu faire aussi des maisons. Et Renault a acheté aussi des maisons sur Élisabethville Ok. pour y installer ses cadres, entre autres. Ils ont aussi acheté le château. Ils devaient le rénover et en faire des logements pour les cadres. Et finalement, comme ça coûtait trop cher, ils ont rasé le château. D'accord. Merci Renault, au passage. Ensuite, bah, ça a été les années 70 où justement c'est toute la... 65 plutôt. C'est toute la cité d'Acosta
qui s'est installé. Et là, au départ, contrairement à ce que l'on peut penser, c'était pas pour les gens qui travaillaient chez Renault, c'est des gens qui travaillaient, par exemple, à la RATP, D'accord. comme en EDF, c'est des grandes compagnies comme ça, même Air France d'ailleurs. Et au départ, c'était surtout pour des personnes comme ça. Et donc là aussi, explosion Oui. démographique. Et puis là maintenant, on recommence un peu les années 65-70. Et à nouveau, on a des nouveaux logements depuis une petite dizaine d'années. Ok. Et voilà, et c'est le perpétuel recommencement. Et parce que c'est aussi parce que les gens quittent un peu Paris. Oui. Et comme on est la proche banlieue de Paris, on n'est pas la première couronne, mais on est la deuxième. Donc on arrive très vite après. Donc voilà. Et tu as parlé donc des Italiens, des EDF, la RATP, etc. Aujourd'hui aussi, il y a du monde, il y a plein de différentes personnes. Euh, Tous ces habitants-là qui habitent aujourd'hui à Aubergenville, quel rôle ils jouent dans la préservation et la transmission du patrimoine local? Quel Alors, rôle ils peuvent jouer? alors quel rôle ils peuvent jouer? En fait, bah, déjà, c'est un peu aussi au niveau de la mairie où il faut faire attention à préserver à préserver en fait l'identité d'Aubergenville. Donc pas trop construire. Et ça, pour ça, je trouve que la mairie d'Aubergenville est quand même très vigilante là-dessus. Et ça, c'est important parce que sinon, on va devenir une ville comme Cergy, comme tout ce qui est Puteaux et tout ça, où il y a la défense qui s'est installée d'un coup. Et ce serait dommage, parce que eux aussi, ils avaient une vie et un Oui, village au départ, bien sûr. quoi. Et ça, c'est important. On a quand même quelque chose à préserver ici, parce qu'on a quand même de la nature. C'est ça qui est important aussi. Et c'est ça, surtout. Et puis que les gens se rendent compte de cette richesse aussi. Et à partir du moment où on se rend compte de ce que l'on peut avoir et de la richesse que l'on a, parce qu'on a quand même beaucoup d'espaces verts, hein, Oui, et à partir de là, forcément, on va être vigilant et on va pouvoir respecter ça et en profiter. Parce que c'est ça aussi, c'est que oui, oui. si on fait une balade, si on aménage les berges de la Seine en balade et que personne n'y vient, ça n'a pas de sens. Alors que ça a bien marché, on peut voir qu'il y a énormément de monde. Donc Oui, c'est là où les gens jouent bien le jeu aussi et se rendent compte de ce qu'ils ont chez eux. Et quand on regarde bien, finalement, on a tout ce qu'il nous faut à Aubergenville, il n'y a pas besoin d'aller ailleurs, hein. C'est vrai, on a oui, la nature, on a les magasins, donc c'est bon, on peut avoir de quoi se nourrir, s'habiller et autres, et des loisirs. Et puis, et en fait, on a quand même cette richesse d'avoir quand même des espaces verts. c'est vrai. C'est de plus en plus important. Et selon toi, quels sont les défis actuels, du coup, pour préserver et mettre en valeur ce patrimoine d'Aubergenville face aux changements économiques, environnementaux, sociaux? Bon, alors là, on rentre plus dans de la politique, ça ne me regarde pas, ça. Non, non, je plaisante, mais c'est vrai, Oui, oui, il arrive toujours un moment où ça devient un peu plus compliqué de répondre. Mais c'est vrai que aussi, si on garde un système de, ne serait-ce que la fête d'Aubergenville, par exemple, qui rassemble les gens, faire aussi en sorte que, là aussi, la ville est très vigilante là-dessus, que tous les événements ne se passent pas toujours au même endroit. Et ça, c'est important, en fait. Parce que les gens de d'Acosta, par exemple, ne va pas spécialement aller tous les jours à Elisabethville. bien sûr. Donc, faire quelques événements à Elisabethville pour qu'ils prennent l'habitude d'y aller aussi, parce que on peut très bien aller faire des grandes promenades et tout ça. Et puis, c'est pas si loin que ça, donc voilà. Et puis après, faire des événements aussi au centre pour que les gens du centre des immeubles ne se sentent pas, et du lotissement, hein, ne se sentent pas à l'écart non plus. Donc ça, c'est ce genre de choses, en fait. Tout ce qui peut être rassembleur, en fait. Et ça c'est important. Et puis aussi, il y a tout ce qui est la vie sportive, ça aussi. Ça, c'est quelque chose d'important. Parce que c'est là où on voit beaucoup de gens aussi. Et puis s'occuper des anciens. Oui, aussi, oui. C'est vrai. Et puis c'est aussi, et les anciens sont, même ceux d'aujourd'hui qui sont arrivés même plus tard, c'est la mémoire d'Aubergenville aussi.
Et c'est important, et je pense que c'est important aussi de les écouter. Il pourrait y avoir, puisqu'on parle un petit peu de tout ça, il pourrait y avoir, comme de la même façon qu'il y a un conseil municipal d'enfants, il pourrait y avoir un conseil municipal des anciens, en fait. Et ça permettrait justement d'être vigilant un peu sur tout et de faire tous les liens, quoi. Ok. Après, c'est de l'utopie, ça, hein, bien sûr. Mm. Mais ça peut être une façon de préserver, Et de transmettre. de transmettre et de préserver un peu l'identité d'Aubergenville. d'Aubergenville. Merci Catherine Chevalier pour cet échange et pour ton temps. Merci. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous invite à retrouver tous nos autres contenus sur nos réseaux sociaux Aubergenville et vous, sur Spotify et Deezer ou encore sur notre chaîne YouTube Aubergenville et vous. Merci Catherine.